C'est une étrange et longue guerre que celle de la violence essaie d'opprimer la vérité. Tous les efforts de violence ne peuvent affaiblir la vérité et ne servent qu'à la relever davantage. Toutes les lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence et ne font que l'irriter encore plus. Dire que l'homme est un composé de force et de faiblesse, de lumière et d'aveuglement, de petitesse et de grandeur, ce n'est pas lui faire son procès, c'est tout simplement le décrire. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce lundi 1er mars de l'an de grâce 2021 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Et le mois de mars démarre également en trombe ce matin. On va vous souhaiter bon réveil, bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue à cette autre édition de DBS Matin. Vous connaissez déjà le principe et bien sûr nous sommes là pour analyser, décrypter l'actualité car comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, quartiésard et bien autre chose qu'on ne saurait citer ici. Au cours de cette autre matinée, justement, nous aurons pas mal de sujets à débattre, mais celui qui nous intéresse, ce sera tout simplement sur le Niger. Vague d'arrestations de civils et d'opposants, l'élection de Bazoum, violemment contestée. Thème de ce débat de ce jour, Niger, vague d'arrestations de civils et d'opposants, l'élection de Bazoum, violemment contesté. En tout cas, tout à l'heure, nous allons commencer justement à en débattre avec nos invités. Mes invités commencent à arriver pour le sujet qui nous intéresse ce lundi matin, Niger. Vague d'arrestation de civils et d'opposants, l'élection de Bazoum violemment contestée. À ma gauche, Albert Anatola ici. Bonjour, bon début de semaine et bienvenue à vous. Bonjour Steve Zenongos, merci. Je salue mes co-panélistes que vous aurez le privilège de présenter tout à l'heure aux téléspectateurs. Et je salue, n'est-ce pas, toute la chaîne de production de la matinale de DBS. Je salue, n'est-ce pas, tous ceux-là qui nous soutiennent, quelquefois qui nous font des critiques, j'allais dire constructives, n'est-ce pas, dans le cas des problématiques que nous soulevons sur cette tribune. Je salue le Cameroun, je salue l'Afrique, je salue le monde, particulièrement tous ceux-là également qui souffrent, n'est-ce pas, du martyre du côté du Niger et du Tchad depuis ce week-end. Mon coup de gueule ce matin, je voudrais revenir sur une actualité qui a créé, n'est-ce pas, une guerre des chefs au sein du SDF, n'est-ce pas, la semaine dernière, pour ce qui concerne notamment l'intervention éventuelle, n'est-ce pas, des Nations Unies dans le cadre, n'est-ce pas, de la crise au Nozo. Je crois que nous avons un très gros problème avec notre élite politique. Parce que si nous allons continuer à nous engager dans le paternalisme, n'est-ce pas, arrogant, c'est-à-dire que ce sont les autres qui doivent pouvoir régler nos problèmes. Et justement, nous n'allons pas nous en sortir. Et je voudrais également prendre à mon compte les réactions, n'est-ce pas, des sympathisants, j'allais dire des fanatiques d'un honorable qui n'a jamais fait de compte rendu parlementaire, qui ne dispose pas, n'est-ce pas, de cabinet parlementaire, qui a cru devoir faire un corps en jambe à l'endroit, n'est-ce pas, son chef hiérarchique, c'est-à-dire le chef du parti, le premier vice-président du SDF. Et ces fanatiques et ces sympathisants ont cru devoir exposer sa vie privée sur les réseaux sociaux, notamment les immeubles qu'il aurait, les résidents qu'il aurait du côté de l'Hexagone. Je ne sais pas si c'est ainsi qu'on fait de la politique. Peut-être qu'il va falloir également que les partisans du premier vice-président du SDF exposent sur les réseaux sociaux, j'allais dire, la fortune colossale de cet honorable ou bien le nom et de ses maîtresses. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'on doit faire la politique. Il faut éviter ce genre de jeu, n'est-ce pas, de massacre. Et pendant ce temps, c'est vous qui dites toujours que ce sont les animateurs politiques et non pas des hommes politiques. Allez savoir justement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Paul est là, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, à la suite de Triple A, ça m'inspire de vous suggérer qu'un de ces quatre, il y a un débat justement sur ce que sont en fait nos politiques et ce qu'ils valent réellement. Parce que c'est une vraie préoccupation. Parce que quand on voit certains agissements ou certaines positions ou certaines attitudes qui sont prétendument appelées politiques, ça me fait doucement sourire. Donc on n'a pas besoin de ça pour sauver l'Afrique, pour relever l'Afrique d'où elle se trouve et lui redonner ses lettres de noblesse. Donc moi je salue tout le monde, je salue tous ceux qui nous regardent de par le monde, depuis la Nouvelle-Calédonie, en passant par Haïti jusqu'aux Antilles, sans oublier les États-Unis, la France, l'Angleterre et la Suisse. Et tous ceux qui nous regardent ici à Yaoundé, de Ngelmedouga à Bafan, Babantou Ngale, Babunche Ngale, et Bolova, l'extrême nord et tout le pays à l'est sans oublier. Donc merci d'être souvent avec nous, merci de nous donner vos avis sur nos interventions, merci d'être dans la lignée de notre combat
Et ce travail que nous faisons, c'est par amour, c'est par passion. Si nous nous levons chaque matin, c'est parce que nous savons que nous avons des défis à relever pour l'intérêt de notre continent, pour qu'il soit enfin libre, définitivement. Et donc, bonjour à tous ceux qui sont sur ce plateau. Et bon début de semaine, excellente semaine à tous ceux qui sont avec nous et tous les techniciens. Merci de rendre possible tout ce que nous faisons. C'est grâce à eux que vous pouvez nous voir et que vous pouvez nous entendre. Et donc, je suis à votre disposition comme d'habitude. Patient Parfum d'Homme, bonjour, bon début de semaine à vous et bienvenue. Bonjour Steve, merci de te retrouver de plus en plus en forme. J'étais très inquiet. Ça me permet d'ailleurs de souhaiter aussi prompt rétablissement au directeur de DBS, M. Marc Wessou, qui est lui aussi pas totalement en forme. Oui. Et en lui disant que bon, on n'a pas pu l'appeler parce qu'on a voulu qu'il se repose. J'espère que ça va aller de son côté aussi. Bonjour à Triple A, très belle veste, impeccable dans une cravate comme j'aime bien te voir. Et moi alors? Ah non, monsieur, écoutez, je parle d'un gentleman, il faut faire attention. Il ne faut pas faire quand même le... C'est pas quand même. C'est des affaires sérieuses là. Alors, un bonjour particulier aussi au peuple tchadien, semble qu'Andjamena, ça cogne très fort entre le président, le maréchal Idriss Déby Itno et son opposant apparemment qui veut fermer la bouche de ses opposants. Alors il y a eu des morts pour aller perquisitionner ou bien obliger un opposant à répondre à une convocation, on déploie des chars. C'est difficile à accepter. Vous savez, l'Afrique, c'est souvent ombre et lumière. Sur un point, on dit ah. Souvent ombre. Ouais, c'est vraiment plus difficile. ombre que lumière. C'est vraiment difficile à accepter. Et ça me permet d'embrayer sur la question anglophone, si on peut l'appeler ainsi, la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Je pense que certains hommes politiques ont fini de faire de cette question un véritable fond de commerce. C'est tout le problème. Absolument. Ils font leurs calculs politiques. Absolument. En essayant comment dire ça, de continuer d'ergoter sur les souffrances réelles. Absolument. Des populations du nord-ouest et du C'est sud-ouest. inadmissible. C'est ça. En politique, ça manque de morale. Absolument. Ça manque vraiment de morale. Si nous avons été nombreux au début de cette crise à demander qu'il y ait des réformes au niveau de la forme de l'État et même de la nature de l'État, parce que c'est ça en réalité de notre problème. Oui. Ce qui est là maintenant résiduel en termes de problématiques, en réalité, ce sont une bande de brigands qui assassinent, qui violent, Comment on peut venir en soutien à des gens pareils? Moi, honnêtement, ça me pose un problème. Mais cela n'évacue pas le véritable problème politique qui se pose au niveau de Cameroun et qu'il faudra justement qu'on résolve. D'où la nécessité, et je lance à nouveau l'appel de dire, quel qu'en soit le régime qui viendra après ce de Paul Biya, on ne pourra pas faire l'économie d'un véritable dialogue national inclusif pour essayer de régler l'ensemble de ces questions et aller de l'avant. Donc, ceux qui pensent qu'ils vont continuer à surfer sur cette souffrance réelle, je dis bien réelle, des populations du nord-ouest et du sud-ouest pour trouver une place au soleil, ils sont plus que pitoyables. Ils sont plus que pitoyables. Donc, par rapport à cette démarche-là, oui, je soutiens M. Jospin aussi. J'ai trouvé qu'il a été vraiment extrêmement nationaliste. Il a été patriote de dire aux Américains, je ne sais pas, avec d'autres sénateurs américains, aux autres sénateurs aux Américains, occupez-vous de vos problèmes. Comment des Camerounais aujourd'hui qui savent très bien que si nous sommes là dans cette problématique, dans cette question, n'est-ce pas, anglophone, francophone, la responsabilité première incombe à l'ONU. Et c'est cette ONU-là qu'on vient nous dire, il faut qu'ils viennent intervenir, pour faire quoi? Essayons de trouver nous-mêmes des solutions pour régler le problème. Et nous pouvons le faire malgré le fait que, j'insiste là-dessus, le gouvernement a une grosse part de responsabilité parce qu'elle a laissé pourrir la situation où on aurait dû régler rapidement le problème. Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Un bon début de mois de mars également. On espère que le mois de mars sera pour vous également un des meilleurs mois de l'année. On va vous le souhaiter. Oui, mais il y a un problème. Il semble qu'il y a des gens qui m'ont interpellé qui sont nés le 29 février. Ils n'ont pas pu fêter d'anniversaire cette année. C'est un vieux problème. C'est dans 4 ans. Ils doivent savoir. Donc, aux parents qui ont des enfants qui naissent le 28, mais décaler la déclaration de naissance. Non, la déclaration de naissance d'une journée. Comme ça, oui, les enfants tombent pratiquement le 1er mars. Comme ça, le mais premier c'est pas obligé de fêter un anniversaire aussi. Et pour les enfants, c'est délicat. C'est de le dire. Allez savoir, messieurs. Niger, vague d'arrestations de civils et d'opposants. L'élection de Bazoum violemment contestée. C'est le thème de ce jour. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat.
Vague d'arrestations de civils et d'opposants, l'élection de Bazoum violemment contestée, c'est le thème choisi pour vous ce 1er mars de l'an de grâce 2021. La situation à Niamey reste sous contrôle malgré les appels lancés par l'opposition qui conteste la victoire de Mohamed Bazoum qui a été adoubé d'ailleurs par Paris. Nous en avons parlé d'ailleurs dans cette émission. Eh bien, vendredi, c'est la grande journée de prière hebdomadaire. Les agents municipaux de la voirie de Niamey, vendredi dernier, balayaient de ci, de là, eh bien, les restes charbonneux de pneus calcinés ramassaient des centaines de cartouches vides de gaz lacrymogène tirés par la police contre les groupes de jeunes manifestants. Repoussaient sur les bas-côtés les pierres, branches ou encore souches d'arbres ayant servi à barrer sporadiquement certains axes routiers de la capitale nigérienne, Niamey. Le vendredi 26 février dernier, 3 jours après l'annonce de la victoire à la présidentielle du candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, la capitale nigérienne avait les apparences de la normalité. Mais il faut le dire comme ça, à part le balai des gilets jaunes de la mairie, toute est redevenue quasiment ordinaire à Niamey. Ville rétive, fief d'une opposition qui qualifie ce résultat de hold-up électoral, un mot qui revient également, vers le grand marché de la ville, des milliers de fidèles priant à même le goudron autour des mosquées se sont dispersés dans le calme sous le regard de forces de sécurité anti-émeutes nonchalamment installées au point stratégique. Quelques petits groupes ont provoqué de brèves échauffourées dans les quartiers excentrés de la ville, mais objectivement, il faut dire que les appels lancés sur les réseaux sociaux afin de tenir les manifestations gigantesques pour exiger la vérité des urnes n'ont pas atteint leur but. L'annonce de la victoire de l'ancien ministre de l'Intérieur, eh bien Mohamed Bazoum, 55,7% des voix devant l'ex-président. Est-ce à dire qu'il n'y aura pas, il faut le dire messieurs, le second tour? En tout cas, les tensions liées à la présidentielle du Niger, dont la victoire est revendiquée par le pouvoir et l'opposition, persistaient déjà à Niamey, où le domicile du correspondant de Radio France Internationale a été vandalisé et surtout incendié. Pour, il faut le dire comme ça, les Nigériens, eh bien, cette chaîne de radio est tout simplement une chaîne de traîtres, une chaîne qui crée les troubles. Cette attaque est survenue 4 jours après le second tour du scrutin, remporté par le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, mais contesté par son adversaire de l'opposition, Mahaman Ousmane. 2 personnes sont mortes lors des troubles qui ont suivi l'annonce, le mardi, par la Commission électorale nationale indépendante, des résultats de la présidentielle donnant vainqueur Mohamed Bazoum. Mais voilà, il y a un autre gros problème, c'est que des civils ont été arrêtés et sans oublier des opposants. Plusieurs personnalités membres de la coalition CAP 2021 ont été interpellées par la police judiciaire. Les raisons de ces interpellations ne sont pas encore connues, mais cela peut avoir un lien avec les manifestations déclenchées après la proclamation des résultats globaux provisoires des élections présidentielles au 2e tour. Il s'agit, messieurs, parce que c'est que vous le savez déjà, le général Moumouni Ibrahima Tianga, ancien chef d'état-major de l'armée nigérienne, enlevé, ça il faut le dire également, Seydou Daïrou, coordonnateur régional Lomana Tilaberi, Djibrila Bari, président du PPNRDA. Le domicile, il faut également le dire, de Anna Amadou, autorité morale du Modenfa Lomana, a été également perquisitionné sous très haute surveillance des forces armées et police sans qu'aucun mandat ne soit justement délivré. Il faut également rappeler à nos téléspectateurs que ce dernier, Hama Amadou, eh bien messieurs, a été perquisitionné à 2 reprises. D'abord, les policiers sont venus très tôt le matin avec tout ce que vous connaissez comme escorte, matraque, char et tout ce qui va avec pour revenir également dans la même soirée l'arrêter. Voilà ce qui se passe actuellement du côté du Niger, où, il faut préciser, plusieurs civils ont été arrêtés, des centaines d'ailleurs, et sans oublier des opposants au régime de Mohamed Bazoum, qui, il faut le dire, a eu l'adoubement de Paris, parce qu'on l'a vu la dernière fois avec Ibrahim Boubacar Keïta aller faire un tour en France, alors qu'il n'était même pas encore président, patient, pas fait. Mamadou Issoufou, autant pour moi, avant même qu'il ne soit président, il était déjà à Paris, bien sûr, accompagné de l'ex-chef d'État. Non, mais je crois qu'on a fait toute une mission sur cette question sur votre plateau. On démontrait qu'effectivement, c'était une manière d'aller se faire adouber au niveau de Paris. Oui. Le président Issoufou, pour que j'avais pourtant une once de respect, parce qu'il a fait du mandat, il a dit, écoute, je pars, mais il part en laissant vraiment, en organisant pas les choses de manière correcte, c'est de la cacophonie. Alors, j'aurais pu avoir un penchant pour le challenger de M. Bazoum, qui était un ancien chef d'État d'ailleurs,
Mais malheureusement, lui aussi, curieusement, j'ai vu l'ambassadeur de France assisté à une rencontre où il y avait comme maître de cérémonie ou bien de grand prêtre l'ambassadeur de France. D'un côté, tu avais Bazoum, de l'autre côté, tu avais son principal challenger. Je demande, les politiciens africains veulent quoi en fait? Moi, je ne comprends pas. Il faut une émission dessus. Je ne comprends pas. Donc, j'ai comme un jambe en bois. Je voulais courir pour lui apporter mon soutien, mais je suis coincé. À cause de ces attitudes, de ces gens, tu ne sais pas ce qu'ils veulent. Tu veux être le chef d'État de ton pays, un pays africain. Tu aspires à la magistrature suprême. Mais tu penses que pour que cela soit possible, il faut d'abord aller dans les conciliabules, n'est-ce pas, dans les petites chambres noires, avec un lugubre ambassadeur. Parce qu'il est ambassadeur de France. Les gens vont me parler de pragmatisme, de la réelle politique, mais non. Ce n'est même pas le moment, même si, ils ne sont même pas futés, ces gens-là. Ce n'est pas le moment de te présenter en public avec un individu pareil. Connaissant le caractère nocif de la présence française en Afrique, mais surtout au Niger. Steve, c'est pour ça que je ne comprends pas. Donc, ce qui se passe là maintenant, une chose est sûre, il y a eu beaucoup de fraude. Énorme. C'est de polichinelle. On a bourré les urnes à des dimensions insoupçonnées au niveau du Niger. Mais je vous dis, je peine vraiment à voler au secours de cet opposant qui lui aussi, malheureusement, est tombé. Je ne sais pas très bien ce qui se passe avec les opposants africains dans cette mare là. Du pays. Moi j'appelle ça cette mare à crocodile là, où on batifole et les amis et les ennemis d'hier, mais et les couchons sur et le les copains contrôle du grand maître qui est Paris, et c'est ça qui est gênant. Malheureusement, une fois de plus, c'est le peuple nigérien qui va souffrir, c'est les gens qui meurent, qui vont être arrêtés, qui verront leur vie complètement défigurée, tout simplement parce que les hommes politiques ne prennent pas encore la mesure de leurs responsabilités et des enjeux pour les Africains aujourd'hui. L'Afrique a besoin de se libérer de la tutelle de Paris, l'Afrique francophone. Donc, ce n'est plus le moment de jouer, n'est-ce pas, au jeu de cache-cache avec le peuple parce qu'on veut faire les yeux doux à Paris. C'est terminé. Prenez vos responsabilités, assumez-vous en tant qu'Africains et assumez-vous comme les gens qui sont prêts à aller à la conquête de la souveraineté de leur pays et de notre continent. C'est ce que je n'ai pas beaucoup vu au niveau des attitudes, n'est-ce pas, au niveau de Niamey. Au tout début, oui. Je me suis dit, enfin, il y aura une véritable compétition. Mais je vous dis, cette image à elle toute seule, tous mes espoirs se sont écroulés. Je me suis dit qu'une fois de plus, la France-Afrique garde la même mise sur les jeux. Ils vont continuer à nous présenter des histoires. On a arrêté tel, on a fait ceci à tel, etc., etc. Et puis Paris, un grand maître dans l'ombre, va continuer à tirer, n'est-ce pas, les ficelles. Et à un moment donné, vous verrez très bien que tout ça va se tasser. Et c'est le pauvre peuple qui va en pâtir. Et c'est toujours le peuple qui va en pâtir. Albert Anatola, ici, c'est quand même une image, une très mauvaise image du continent africain. Quand on regarde Mahaman Ousmane, challenger justement pour devenir président de la République, face à lui Mohamed Bazoum, tous les deux assis, l'un à gauche, l'autre à droite, et au milieu, vous avez justement l'ambassadeur de France au Niger, et il est en train de leur donner des injonctions en leur disant, nous, en tout cas, peu importe ce que vous allez faire, nous avons déjà choisi quelqu'un, la seule chose que nous attendons de vous deux, c'est qu'il y ait un calme pour que nous continuions à faire notre business. Des images comme ça, on va continuer à en voir encore sur le continent africain. Écoutez, Steve Joselangos, avant de répondre à votre question, je voudrais déjà condamner l'acte qui a été posé contre, je veux dire, le sinistre dont a été victime notre confrère, Moussa Kaka, parce que c'est d'abord un journaliste, oui. Quelles que soient ses opinions par rapport à la chaîne qu'il emploie, en tant que correspondant, je crois qu'il ne faut pas que les Nigériens se trompent, n'est-ce pas, d'adversaires ou alors d'ennemis. Oui. Notre ennemi commun, c'est la France. Et puis, Moussa Kaka, c'est un compatriote, c'est un Africain. J'ai eu dire que son domicile a été sinistré, c'est-à-dire incendié, sa famille exposée. Il a fallu justement, n'est-ce pas, l'intervention des forces de maintien de l'ordre pour que la vie de sa famille et la sienne soient sauvées. Donc, je crois qu'il faut absolument condamner cela. Je voudrais dire à nos compatriotes nigériens qu'il ne faut pas qu'ils se trompent d'adversaires ou d'ennemis. Notre ennemi, c'est la France. Et c'est la France qui a l'origine de toutes les misères. Maintenant, pour revenir à votre question, je crois que la réponse à la question que vous me posez est dans votre question. C'est-à-dire qu'il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement pour la France de continuer à faire ce business au Niger. Je voulais quand même vous rappeler deux choses. La première, c'est que ce soit Mohamed Bazoum
que soit Mohamed Ousmane, les deux sont francophiles, ça il faut le dire. Mais le moins de mal, je crois que nous avons fait une émission aussi pour soutenir, n'est-ce pas, Mohamed Ousmane, parce que justement, il a essayé d'être un peu plus soft dans sa posture, comparativement à... Vous voyez d'ailleurs là les images. Comparativement, n'est-ce pas, oui, comparativement à l'opposé, je veux dire, à l'opposé, n'est-ce pas, de Mohamed Bazoum, qui est allé se faire adouber à Paris par... qui allait prendre justement... le pouvoir. Qui allait prendre la feuille de route. La feuille de route de l'Élysée dans sa façon, la manière prochaine, n'est-ce pas, de gouverner au Niger. Et surtout, justement, de rappeler, il faut qu'il lui soit rappelé devant, n'est-ce pas, son parent, Mamadou Issoufou, que, bon, écoutez, il faut qu'il préserve nos intérêts. C'est-à-dire que le pillage du Niger, l'appauvrissement du Niger, et j'allais dire le délabrement du Niger, c'est ce qu'il s'agit. Donc, est-ce que, même si nous avons eu quelques sympathies pour Mohamed, n'est-ce pas, Ousmane, c'était parce que on pensait qu'il pouvait, c'était un peu, j'allais dire, aseptisé comparativement au cas de M. Bazoum. Maintenant, de manière fondamentale, vous savez, ça ne devait pas, grand frère, ça ne devait pas vous surprendre le fait que l'ambassadeur de France au Niger joue le chef d'orchestre. C'est son rôle. Souvenez-vous du cas de la République centrafricaine, du temps de Madame Catherine Samba Panza. Souvenez-vous du cas d'Ibeka, du côté du Mali. C'est l'ambassadeur qui jouait les entremetteurs entre, d'une part, l'Hexagone, entre, de l'autre côté, les contrats, notamment, pour ce qui concerne, par exemple, le contrat de Galis Security, qui assure la sécurité rapprochée du président de la République, du Mali. Mais c'est monsieur, un certain Robert Feliciadi, voilà, qui a négocié ce contrat, qui a négocié ce contrat avec l'adoubement, n'est-ce pas, de Paris, et qui a été financé par le PMUC camerounais, c'est-à-dire que sous Michel Tomi, le Paris mutuel urbain du Cameroun, ce sont eux qui ont payé ces factures. Donc c'est leur rôle, il est dans son rôle. Maintenant, la véritable question est celle de savoir quelle est la posture de l'élite politique nigérienne. Quelle est la posture de la société civile nigérienne? Quelle est la posture des universitaires nigériens? C'est la question fondamentale. Par rapport à ça, parce que quand on regarde, lorsque vous faites, n'est-ce pas, l'inventaire de la présence française du Côte du Niger, mais c'est désastreux. C'est désastreux. Un pays qui n'a pas les allures d'un État du XXIe siècle. Mais il paraît que vous revendiquez les investissements de ce côté. Mais allez voir lesquels. Quels sont ces investissements-là? Vous les voyez-vous? Moi, je ne les vois pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut changer de paradigme. Et je crois que nous avons largement eu à le dire dans le cadre d'une émission consacrée au Niger. Nous avons réveillé la conscience nigérienne. C'est-à-dire pour le faire comprendre que ne comptez pas sur Paris. Ils ne sont pas là pour votre développement. Ils sont là pour votre pillage. Ils sont là pour votre appauvrissement. Ils sont là pour vous garder dans les carcans, justement, du néocolonialisme. Et avec beaucoup d'arrogance, bien sûr. Maintenant, je crois que ce qui s'est passé, déjà depuis que ces violences ont commencé, avec ces manifestations qui ont été brutalement réprimées, est-ce que vous avez vu Paris bouger son petit doigt? Puisque, habituellement, Paris sort, n'est-ce pas, les trompettes, ou bien il vient avec les gros chevaux pour condamner soit les atteintes à la liberté fondamentale, soit les atteintes à la liberté d'expression. Est-ce que vous avez entendu le son de cloche de Paris? Mais Paris est mieux communicable. Parce que justement, Paris ne peut pas avoir le courage de condamner ces actes-là. Parce qu'il est derrière. Mais moi, je pense donc qu'aujourd'hui, il faut le dire aux Nigériens, la cible c'est Paris. La cible, ce sont les investisseurs, entre guillemets, de Français qui sont là-bas, qui justement appauvrissent le pays. Entre-temps, vous avez un pays qui n'a pas une bonne politique énergétique, mais qui vend son uranium à la France. À $1 à Paris, qui va justement respecter, qui va gérer sa politique énergétique en créant non seulement en créant des emplois, en faisant fonctionner son économie. Donc je pense que de ce point de vue, il faut faire absolument de manière radicale changer de paradigme.
Paul est là. Il faut préciser par ailleurs que pour maintenir son pouvoir du côté du Niger, la France, aidée justement par, il faut le dire, la milice nigérienne, prend l'initiative justement d'arrêter, il faut le dire comme ça, des civils qui s'opposent justement au pouvoir de Mohamed Bazoum, et surtout d'arrêter tous les opposants qui pourront dire haut et fort que cette élection a été justement tout sauf une élection. Steve, c'est un grand classique qui me désole. C'est un grand classique en Afrique subsaharienne, notamment francophone, qui me désole énormément. C'est un sentiment de déjà-vu, c'est un sentiment d'un cauchemar, et pas qu'un sentiment malheureusement, c'est un cauchemar qui se répète comme ça depuis des décennies, de façon indéfinie en Afrique. C'est dommage de se rendre compte que finalement, tous les combats que nous menons, tous les combats que les peuples mènent, en réalité finissent par s'effriter, s'effondrer comme ça, parce que vous avez ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle à juste titre des ennemis de l'intérieur, des ennemis de l'Afrique, qui sont semblables à vous et moi, qu'on appelle des Africains, mais qui n'ont rien d'Africain, qui n'ont d'Africain que l'apparence, parce que précisément, ils ont décidé de vendre leurs âmes. Ils ont décidé de vendre leurs âmes à ceux qui pouvaient sauver leur bien-être particulier, celui de leur famille, leur confort personnel, et que les millions d'âmes qui sont supposées s'attendre à ce qu'ils les dirigent avec honnêteté, avec fierté, avec prospective, ne peuvent juste pas compter sur eux, tout simplement parce qu'ils ont décidé de s'humilier, ils ont décidé de se coucher, ils ont décidé d'être moins que des laquais, ils ont décidé d'être des serpillères de l'Occident. Et c'est malheureux parce que, comme je le disais ici hier, vous ne pouvez pas vous soumettre à quelqu'un qui n'a rien et qui ne jure que par vous et qui vous présente comme un prétendu ami tout simplement par intérêt, parce qu'il sait que c'est lui qui pille vos richesses et que vous êtes indispensable à sa survie. Mais c'est le monde à l'envers. Généralement, c'est celui qui a qui dicte sa loi. Mais en Afrique, on marche la tête en bas et on accepte ce retournement de réalité-là qu'impose l'Occident en nous faisant croire que sans l'Occident, dont justement l'Afrique ne peut rien, alors que c'est un mensonge qu'on nous raconte comme à des petits-enfants qui croient encore au Père Noël. Et nos chefs d'État, nos pseudo-politiques croient encore au Père Noël. C'est ce que ça veut dire. Ils croient au Père Noël. Et le Père Noël, c'est la France. Le Père Noël, c'est les États-Unis. Le Père Noël, c'est la Suisse. Le Père Noël, c'est tout ce qui a la peau claire. Le Père Noël, c'est l'Occident. Et la Mère Noël, c'est la Chine. En tout cas, on croit à tout ce qu'on nous vend, tout ce qui vient de l'extérieur. Et j'ai envie de dire, et j'ai souvent dit d'ailleurs, j'ai souvent pensé que les Africains exagéraient un peu à tout le temps crier au hold-up. Mais en réalité, quand on voit ce qui se passe au Niger aujourd'hui, on comprend très bien que c'est une mascarade énorme, une mascarade géante qui va encore faire payer le prix fort. Et ça a commencé avec les violences au peuple, parce que c'est toujours la victime, le peuple. Et quand vous vous rendez compte que cette situation, en réalité, était perceptible depuis le début, quand vous voyez un Mohamed Bazoum, qui est en fait un affidé de Mahamadou Issoufou, qui en réalité sont du même parti, a été son ministre, a été son vice-premier ministre, a été son ministre de l'Intérieur. En réalité, ce n'est pas d'une élection qu'il s'est agi, il s'est agi d'un adoubement. Il s'est agi d'une cooptation, il s'est agi d'un transfert de pouvoir, tout simplement, à son protégé. Et quand vous vous rendez compte qu'ils étaient tous les deux entre deux tours, ce n'est pas fin. C'est-à-dire que c'est même une insulte à l'intelligence des Africains, à l'intelligence de leur peuple. C'est même une marque de mépris suprême, ostentatoire à son peuple, que d'aller entre deux tours, on est en pleine élection, et vous allez séjourner en France, vous vous faites recevoir par le président français, et je parle bien de l'ancien président Mohamed Issoufou et de l'actuel Mohamed Bazoum. Ils vont en France, mais c'est quand même extraordinaire. Il n'y a pas la moindre retenue, il n'y a pas la moindre considération pour son peuple par rapport à ce qu'on sait, par rapport à ce que les véritables Africains savent. Et le monde entier
qui ne veut pas fermer les yeux devant ces injustices, savent de ce que la France fait en Afrique en général, subsaharienne francophone, et précisément au Niger, à piller le Niger, à piller l'uranium du Niger, à créer des catastrophes humanitaires, écologiques là-bas, sans que personne ne parle. L'ONU n'existe plus. L'Union africaine, la grande incapable, n'existe plus quand il s'agit de défendre les intérêts des peuples. Mais ils sont très forts quand il faut faire des petits arrangements entre petits copains pour continuer à spolier le peuple et pour continuer à le mépriser. Et donc, je suis très triste quand je vois des choses comme ça. C'est à la limite décourageant, mais on ne va pas se décourager parce que le peuple est toujours la dernière victime et le dindon de la farce. Regardez ce qui se passe au Mali, ce qui s'est passé au Mali quand les Maliens ont voulu marcher pour demander le départ de la farce, et c'est pas un lapsus, la farce Barkhane, et que le colonel Ndo, qui est le président du Conseil national de transition, qui a été placé là justement par la force du peuple et par la détermination du peuple à mettre fin à l'hégémonie oligarchique française, qui a dit non, la France n'est pas un ennemi, la force Barkhane est très bien, ainsi de suite, et qui allait justement se faire adouber par Paris. Ne soyez pas surpris que ce soit lui qui soit reconduit dans des élections fallacieuses. Donc franchement, à un moment donné, c'est même dégoûtant. C'est dégoûtant ce qui se passe et il faut que ça s'arrête. Et moi, je termine en disant que finalement, la démocratie, c'est une grosse farce. Pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Quand on voit ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron, président français, que le 5 prophète Jacques Attali avait déjà annoncé comme étant le futur président de la France et que ça s'est passé, et que le très grand prophète Attali avait encore annoncé après l'élection de Macron qu'il sait qui sera président et précisément présidente de la France prochainement. Vous comprenez qu'on sait que Macron n'est que le produit de la finance internationale qui a été formé et imposé en France pour être président. On se demande finalement, la démocratie, c'est pour se moquer de qui? Et vous vous rendez compte, pour ne prendre que ces deux exemples parmi tant d'autres, vous voyez Joe Biden qui a été élu. Moi, je ne fais pas une fixation sur lui, mais je fais une observation objective, j'essaye d'être objectif en regardant comment les choses se sont passées. C'est les médias qui ont élu Joe Biden. Parce qu'en réalité, je vous parlais de messages subliminaux dernièrement, il y a une façon d'orienter les pensées, il y a une façon subtile d'emmener les gens à poser des actes. Et donc, je termine en citant une fois de plus Alexis de Tocqueville, « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira. » Voilà la triste réalité. Voilà la triste réalité sur le continent. Moi, je poserai justement la question à Patient Parfait. Donc, on parle d'opposition. Est-ce qu'opposition, il y en a réellement sur le continent africain, quand on sait que toute cette opposition sur le continent africain est issue du parti unique et que les deux mangent à la même table? Mais tu es quand même de Baumol, moi je suis un opposant. Oui, mais vous faites partie quand même des partis l'exception exceptionnelle. Voilà, pour que tout le règle soit vraiment une règle, il faut quand même qu'il y ait des exceptions. Non. Et je fais partie de ces exceptions parce que justement, j'ai l'habitude de le dire sur votre plateau. L'Afrique, surtout l'Afrique dite francophone, parce que les autres Afriques, on peut nuancer. Ouais. Mais en Afrique francophone, c'est une réalité qui est structurelle. Le problème de fond que nous avons en Afrique dite francophone, c'est la question du rapport que nous avons avec ce pays qu'on appelle la France, qui nous a plus ou moins colonisés. Et c'est ce que j'appelle le contentieux historique. Oui. Cette France-là veut ingrate, qui a été incapable justement, comme lui demandait d'ailleurs, même le président américain de l'époque, il disait, attention, nous sommes en train de faire la guerre là. Mais prépare-toi qu'à la fin de la guerre, il faut décoloniser. Justement. La France a refusé de décoloniser. Ils sont sortis par la porte, ils sont revenus par la fenêtre. Et ils se sont installés. Donc nous avons un contentieux avec la France. Tant que ce contentieux historique n'est pas purgé, c'était l'une des réclamations majeures de l'Alliance patriotique, rien ne se fera. Nous avons un violent contentieux avec la France. Il ne s'agit pas que de Cameroun, il s'agit de tous les pays qui sont sous domination française. Nous sommes en plein 21e siècle. Et hier, je vous parlais encore du livre de Noam Chomsky. Les deux éléments, il faut des États robustes. Mais surtout, il faut une indépendance politique au niveau des acteurs de ces États-là. Est-ce que vous pensez que au Niger, c'est le cas? Ils sont indépendants? Je dis non.
Par contre, moi, je suis indépendant politiquement. Parce que je tiens, n'est-ce pas, mon indépendance politique de ce que les aînés, nos pères dans la lutte nous ont montré, c'est-à-dire toujours défendre les intérêts de ton peuple. C'est pour cela que dans le cas du Cameroun, il disait indépendance totale et inconditionnelle. Les autres ont eu des indépendances avec trop de conditions. Vous avez, on va vous coincer avec le franc CFA, les accords de coopération, les bases militaires. Non, on a dit non. L'UPC a dit indépendance totale et inconditionnelle tout de suite et maintenant. Et il a décliné comment l'UPC devait arriver à cette indépendance pour revenir à la crise anglophone. D'abord, on se réunit entre les deux partis qui ont été administrés par la Grande-Bretagne et la France. Oui. On va à une assemblée qui va légiférer, voter des lois, et après, on ira à l'indépendance. Enfin, indépendant, parce que nous savons, étant très riches, avec des intelligences, il y en a sur le plateau, très rapidement procéder à ce qu'on appelait l'élévation du standard de vie des Camerounais. Donc, faire à ce que les Camerounais vivent mieux. Regardez ce qui se passe au Mali. Regardez le Mali. Et pardon, le Niger. Vous avez des hommes politiques qui ne sont rien d'autre que le fruit de ce que sortis des écoles, n'est-ce pas, sous le moule de Paris. Ils sont formatés à tel niveau que personne là-bas ne pense qu'il peut défendre les intérêts de son propre peuple sans se référer à la France. On va me dire, vous ne comprenez pas, la politique internationale, elle est compliquée. Oui, elle est compliquée, monsieur. Mais il faut savoir, quand on lutte pour son peuple, pour ses enfants, ça va prendre des risques. Ça va les assumer. C'est ce que les Vietnamiens ont fait. Je vous dis qu'au Vietnam, Ho Chi Minh était un type paisible. Hein? Il a fait plusieurs rounds de négociations avec Paris. Plusieurs rounds de négociations. Mais après, quand Paris a signé un deal en lui disant, bon, ok, on va vous te concéder l'indépendance, mais l'accord de coopération monétaire doit rester. Il leur a dit, mais là, dans ce cas-là, c'est le point de rupture. Il leur a dit, dans ce cas, on fait la guerre. Ça a coûté ce que ça a coûté au Vietnam, mais ils sont libres et indépendants aujourd'hui. Qui peut imaginer, Steve, qu'il y a une élection présidentielle au Vietnam, oui, et que les deux challengers du second tour prennent leur avion et vont à Paris pour discuter de je ne sais quoi. Il n'y a que ici chez nous qu'il y a des négreries pareilles, excusez-moi le terme. C'est de véritables négreries. C'est le terme juste. C'est pour cela que nous comptons de dire à nos frères qui viennent en politique, ne pensez pas à vos petites personnes, parce que quand vous voulez aspirer à cette haute fonction, c'est quelque chose qui dépasse complètement vos propres petits calculs d'apothicaire, qui dépasse les calculs de ceux qui vous entourent, qui dépasse les calculs de votre ethnie, parce qu'en plus, il y a le poids de l'ethnie dans le jeu politique. Dans le jeu politique africain, oui. Non, vous devez aller au-delà. Il y a cette... on dit qu'on le tient de Monseigneur Mongo. Quand il a rencontré il lui a dit, mais écoutez, les autres m'ont proposé ça. Je lui ai dit, je ne prends pas. Parce que si je prends pour moi et ma petite ethnie Bassa, là, le reste des Camerounais vont faire comment? Je suis là pour défendre les intérêts du Cameroun. Un grand homme. Il manque de ces hommes politiques dans l'espace politique France-africain aujourd'hui. Il en manque dans la prétendue opposition camerounaise de 2018. Je le dis à haute et intelligible voix. Et des blagueurs, ça. Toutes sorties du parti unique. Est-ce que ce n'est pas la même, l'opposition sur le continent africain n'est-elle pas justement à l'image de son ancien maître qui est la France? Non, on en fait la promotion, c'est elle qu'on a fait la promotion. Et nous autres qui avons notre son de cloche, on nous éteint totalement. On nous misère, on nous renvoie complètement dans la périphérie de l'humanité même. Parce que si je viens maintenant, on va aller, écoutez, vous voyez, c'est un gars, malheureusement que je garde la tête haute. Justement. Tu sais très bien, Steve. Mais normal, hein. Alors, mais les autres, c'est eux qui sont à Paris, c'est eux qui ont des moyens, c'est eux qui ont des faux diplômes, parce que même si les diplômes, je les remets complètement en question. Et c'est eux qui viennent nous faire croire que parce qu'ils sont à l'Assemblée, parce qu'un jour ils ont salué Jacques Chirac, c'est une confidence, mais je suis rentré dans le bureau de l'un d'eux un jour. Derrière, il y avait la poignée de main avec un dignitaire français. Ça m'a beaucoup amusé. Vous voyez? Donc, je pense sincèrement que cette matinale doit pas être une matinale on ne blague pas ici. Mais j'ai presque envie de dire qu'il faut qu'on blague. Ils sont les héritiers, ou bien les héritiers des gens comme Bokassa. Vous avez vu Bokassa à la mort de De Gaulle? Ouais, papa, tu me laisses avec qui? Je crois que ces gens-là, ils sont dans cette mentalité que
Si il y a une césure entre l'Afrique et la France, ils seront perdus, ils seront des orphelins. Ils n'auront plus de repères, ils n'auront plus de boussole, parce qu'ils ne croient pas à leur propre peuple. Quand Frantz Fanon écrivait peau noire, masque blanc, il n'avait pas tort. Ils n'avaient pas tort. Ils sont restés dans ce schéma-là. Un schéma dépassé. Nous sommes en plein 21e siècle. Le monde souffre à nous. Ayons le courage d'affronter les défis du monde en tant qu'Africains, en tant que véritables adultes qui sont responsables de l'avenir de leurs enfants. C'est là où nous pêchons encore avec ces hommes politiques qui n'ont pas encore compris que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Si j'étais à la place du challenger de M. Bazoum, Mahamat Ousmane, j'aurais opposé un niet. Alors, avec l'ambassadeur de France. Monsieur, ce n'est pas le moment. Même si les deux sont francophiles, patient Pafendoum. Mais il a manqué. Il était ancien président, Mahamat Ousmane. Il a manqué. Et forcément, il est francophile. Donc ça signifie qu'on a affaire aux mêmes personnes. Même comme joueur de poker, il a manqué d'intelligence. Il vous dira qu'il a été très intelligent, puisqu'il portait son beefsteak. La preuve, il a perdu. Il a manqué d'intelligence. Parce que, vous savez, en politique, il faut être aussi un peu opportuniste. Hein? Il a manqué d'intelligence. Il n'avait qu'à ne pas y aller. Même si, dans le noir, nous savons que la plupart d'entre eux continuent des négociations. Mais cette photo officielle, en pleine journée, au vu aussi de tous, plombait complètement sa crédibilité. Au vu, pour le reste des panafricains que nous sommes. Donc, je continue de penser sincèrement que voilà le problème de l'Afrique. Nous sommes face à la question de contentieux historique. C'est la même problématique au Cameroun, en République centrafricaine, au Niger, au Mali, au Sénégal. Au Sénégal, vous avez appris que le président Macky Sall, que j'aime d'ailleurs beaucoup, dont j'ai beaucoup apprécié, la dernière sortie sur France 24, en rappelant à M. Foucault que l'Afrique et le Sénégal a des choses à défendre. Mais de là, aller créer cette affaire-là face à son challenger Sonko, je me demande qu'est-ce qui ne va pas en Afrique. Donc, oui, il a beau dire que c'est la justice, mais moi je ne crois pas à cette justice, subitement qu'il se réveille, n'est-ce pas, à la veille de quelques... Macky Sall, on le connaît un matin, très bon, 2 heures après, vraiment, très mauvais. J'ai apprécié, comme j'ai apprécié le niet catégorie qu'il avait opposé à M. Obama, n'est-ce pas, devant le perron de palais présidentiel sénégalais, quand Obama lui demandait de légaliser l'homosexualité. Macky lui a dit non, ça ne fait pas partie de nos mœurs, et ici au Sénégal, nous n'accepterons jamais l'homosexualité. J'ai applaudi de deux mains, mais je vous dis, en Afrique, c'est toujours ombre-lumière. C'est un jour, moi je dirais plutôt vous le portez là-bas. Beaucoup d'ombre et peu de lumière. C'est tellement ombre-lumière qu'on ne sait pas sur quel pied danser avec nos hommes politiques africains. Mais je suis sûr, l'avenir de l'Afrique va dépendre de la capacité de notre jeunesse à identifier où sont ses intérêts et à s'armer de courage pour se battre pour défendre ses intérêts. Si les Africains, les jeunes Africains, même nous, on commence à être un peu d'hasbin par rapport à ce vaste et grand projet. Oui. Nous ne sommes que des éveilleurs de conscience, je peux le dire ainsi. Si la jeunesse africaine prend à bras le corps cette réalité-là et l'assume pleinement, je peux vous dire que on pourra, d'ici quelques décennies, être des gens qui seront heureux d'avoir participé à cet éveil de conscience. Et je ne désespère pas, parce que je n'ai pas connu Ruben Oumyobé, je n'ai pas connu Lumumba, je n'ai pas connu Ernest Wanjeni, je ne sais pas, Sékou Touré, Osenda Castor, Osenda Fana, de très grands économistes africains, mais j'ai épousé leur démarche et leur lutte, dont je pense que d'autres Africains vont continuer ce souci. Albert Anatole, ici, en tout cas pour Patient Pafendoum, il y a encore de l'espoir. Quand on sait pertinemment que le 22 novembre dernier, Emmanuel Macron, du haut de sa chair, lors de son entretien à Jeune Afrique, a déclaré que, eh bien, lui et la France et toutes les personnes qui sont autour de lui sont en train de se préparer à changer, il faut le dire comme ça, le grand casting à la tête des États africains. Non, disons que... écoutez, ça commence à... C'est pas moi qui l'ai dit. Non, il a dit même, il est optimiste. Oui, je crois que vous venez de me donner un fusil pour... non, sérieusement. Oui, bon, écoutez, nous avons un problème d'abord avec les politiques. Oui. Qui n'est pas formé. Parce que j'ai l'habitude de le dire. C'est-à-dire, il y en a tout le monde, un matin, il suffit de participer à une réunion d'un parti politique, vous vous déclarez politicien. Il suffit d'avoir un récépissé de déclaration de création d'un parti politique, vous devenez politicien. Ça, c'est de l'imposture et ça a des répercussions au niveau des résultats au niveau de la scène politique. Nous n'avons pas de politiciens, même pas de politicards, c'est même excessif.
Vous êtes quand même assez dur. Nous avons des animateurs de l'espace politiciens. politique. Nous avons des animateurs de l'espace politique. C'est ça qu'il s'agit. Parce que la preuve, c'est que vous avez... Je ne peux pas comprendre comment un parti... C'est un exemple, je préfère ne pas citer ce parti-là ici. Son idéologie, c'est le sociolibéralisme. Mais qui a un fonctionnement et un slogan communiste. Allez-y comprendre quelque chose. C'est-à-dire, vous avez ça, l'idéologie de ce parti-là, officiellement, c'est le sociolibéralisme, mais avec un slogan communiste. Bon, vous y comprenez quelque chose, vous? Moi, je ne comprends rien du tout. Non plus. Donc, alors moi, je pense qu'il y a un gros problème de formation politique. Et là, ça pose un problème au niveau, justement, de la relève politique. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que la jeunesse qui interpelle le grand fait Faciandom a des modèles politiques? Non. Il n'y a pas. Il y a très peu de modèles. Il y en a très peu. On n'en a pas du tout. Nous n'avons que des imposteurs. Nous n'avons que des imposteurs et des clans. Oui, il s'agit de ça. Donc, tout à l'heure, dans mon coup de gueule, j'ai énoncé un point qui concerne le Cameroun. Mais vous allez comprendre que quelqu'un se parvient de qu'il est politicien, mais parce qu'il a un mandat de député, mais allez voir les ajustements. Un député de la nation, mais c'est du n'importe quoi. Et là, il faut une véritable formation politique, parce qu'à un moment donné, il y en a qui confondent l'activité politique au fanatisme et à leurs émotions. Il n'y a rien à voir. Pour revenir dans le cas du Niger, je crois que pour un pays qui a déjà un taux d'alphabétisation très très bas, alors ça a des conséquences néfastes, mais au niveau de l'élite. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat que je fais. Nous avons une élite politique, s'il faut appeler ça comme ça, médiocre. Nous avons une société civile amorphe. Vous savez, lorsque... Si elle n'est pas financée par l'Occident. Mais écoutez, lorsque vous affamez une population, qu'est-ce que vous voulez? Attendez, lorsque vous êtes affamé, que quelqu'un vous présente, vous donne un bout de baguette qui a fait une semaine, vous n'allez pas cracher dessus. C'est comme ça. Donc, moi, je pense que le problème fondamental, c'est d'abord la formation, une véritable formation politique de notre jeunesse, parce qu'elle doit prendre la relève. Et moi, j'apprécie, c'est une digression que je voudrais rapidement évacuer. Depuis le week-end dernier, Paul a engagé une initiative qui consiste justement à faire dans le concret. C'est ça qu'il faut des actes comme ça, c'est-à-dire que il organise des conférences gratuites dans l'optique justement de former une masse critique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un seul de clause que lorsque vous avez des élus de peuple, c'est-à-dire un député de la nation qui pense que c'est Bougon-Chiton qui doit venir résoudre le problème de son pays. Non, monsieur, nous avons un problème. Il faut évacuer rapidement ce genre d'individus de l'espace politique. C'est la même chose qui se passe du côté du Niger. Ces gens-là, ils doivent pouvoir comprendre une chose. Et les Nigériens, il faut que les Nigériens comprennent une chose, puisque c'est le débat de ce matin. Que ce soit Bazoum, que ce soit Mahamat, ces gens-là ils ne sont pas là pour résoudre les problèmes des Nigériens. Attendez, lorsque vous êtes président de la République, vous savez quels intérêts? Les intérêts du peuple, ici. En principe. Voilà. Mais les intérêts du peuple. Mais nos présidents, nos dirigeants ne servent pas les intérêts du peuple. Ils servent les intérêts de ceux qui leur donnent le pouvoir, qui leur donnent une feuille de route. C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense qu'il faut commencer donc par combattre ceux qui sont de l'intérieur. Et je le dis avec beaucoup de sérieux. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez la France qui vous parle des droits de l'homme, des libertés, et vous voyez quel scandale, je crois qu'il va falloir qu'on fasse une émission sur les assassinats, les crimes de la France. Ce sera fait pour cette semaine, Albert Natoula, ici, ne vous inquiétez surtout pas. C'est sur la table. Non, comment en avoir marre, franchement. Voilà, c'est sur la table. Sérieusement, comment en avoir marre. Donc je pense que ce qui se passe au Niger, c'est un gros scandale et c'est une honte pour l'Afrique et pour notre élite politique. Si jamais ça existe. Si ça jamais ça existe politique, hein. D'abord vous avez dit que ce sont les animateurs politiques, les imposteurs. Paul est là, que vaut finalement une élection sur le continent africain quand le résultat sorti des urnes est immédiatement contesté. Et d'ailleurs, pour 99,9% de Nigériens, eh bien Mohamed Bazoum n'a pas gagné cette élection. Ce sujet me fait mal, hein. Je sais pas, je suis un peu... Non, mais je suis assez affecté parce que moi, je vois l'Afrique, l'Afrique que j'aime tant, je vois l'Afrique, je suis un peu ému. Excusez-moi, ça me... Je vais reprendre la parole tout à l'heure.
Je vais reprendre tout à l'heure. Faut que je suis. Bon, on vous comprend parfaitement, messieurs. C'est pas facile, mais vous savez, à force d'émotion, c'est pas aussi facile que ça. Je posais justement la question à Paul Ella, que vaut finalement une élection sur le continent africain quand le résultat sorti des urnes est immédiatement contesté. Pour bon nombre justement de Nigériens aujourd'hui, eh bien Mohamed Bazoum n'a pas du tout gagné cette élection présidentielle. Et pour eux, ce n'est pas leur président. Mais pendant ce temps, eh bien, ils ont des chars, des militaires devant leur maison pour leur interdire justement de sortir pour contester. J'insiste souvent, et c'est pour cela que, avec le déclenchement de la crise anglophone, on s'est dit, on va profiter de l'occasion pour reposer le problème d'un consensus républicain accepté par tous, que nous devons construire dans nos différents États. Ce qui se passe dans nos différents États, c'est que on n'a pas organisé des pôles de concertation pour arriver à ce consensus. Mais le problème, excusez-moi, mais ça va poser un problème. Lorsque vous avez un arbitre qui n'a même rien à voir dans vos affaires internes, parce que c'est ça qu'il s'agit aussi. Pardon? Lorsque vous avez un arbitre qui n'a rien à voir avec les affaires internes. Avec vos affaires internes. Mais non, mais moi je ne parle pas de ces prétendus arbitres. On a vu leur arbitrage à travers le monde, ce que ça a donné. Je parle des Africains eux-mêmes. Nous avons là-bas, pas là. Tout à l'heure, on a questionné la démocratie. Paul a questionné la démocratie. Mais revenons au moins, refondons. C'est-à-dire que, allons chercher dans ce qui a fait la solidité, autant pour moi, de nos institutions traditionnelles. Pourquoi elles ont résisté? Parce qu'il y avait cet là. On avait des règles qui étaient acceptées pratiquement par tout le monde. Mais nous avons des États qui sont tellement arrogants, qui ont des majorités obèses à le plan fini, par conséquent, qui ont un fonctionnement jacobin de l'État, au point où, quand quelqu'un est au pouvoir, il tient l'essentiel, n'est-ce pas, des manettes du pouvoir en ses mains, et tout ce qui peut sortir de là ne peut en retour recevoir le refus d'une partie d'une France non importante du peuple. Parce qu'on n'a pas pu s'asseoir pour dire tel domaine, voilà comment on l'organise. Tel domaine, comment on l'organise. Je te prends le cas de Cameroun. Est-ce que vous savez que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes indépendants depuis plus de 60 ans? Une constituante ne s'est jamais assise au Cameroun pour dire voilà ce que nous voulons comme loi fondamentale? Est-ce que vous le savez? Il y a une dame là, Madame Marie-Louise Eteke Otabela. Donc c'était le cheval de bataille qui disait mais organisons une véritable constituante au Cameroun. Nous n'avons jamais organisé de constituante au Cameroun. Conséquence, nous avons une élite politique autoproclamée. Vous avez parlé de politique. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, il suffit que le comité central de RDPC désigne Paul Ella comme personnalité ressource dans sa origine, la région d'origine, parce que Paul Ella est un grand fonctionnaire de l'État qui n'a jamais milité dans un comité de base de RDPC, bam, il devient personnalité ressource et homme politique dans sa région. Voilà. C'est incroyable. C'est ça les Bazoum. Quand on regarde un peu leur parcours. Parce que quand on fait ce que les anglophones appellent l'historic case de chaque candidat, vous êtes ahuris. C'est des gens qui n'ont jamais, à grand jamais, milité dans un petit comité de base d'un quelconque parti politique. Ils militent tout le temps par le sommet. Ils sont parachutés par le sommet. À partir du moment où ils sont dans les loges, ils sont en relation avec Paris, avec Londres, etc. Ils viennent s'imposer à leur peuple. Bon, au Cameroun, quand on a commencé le débat sur le franc CFA, vous vous souvenez des gens qui disaient que parce qu'ils ont géré les banques en France, et tout ça, ils sont très forts. Vraiment, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour vous. Bon, petit peuple, taisez-vous un peu. Ce n'est pas à votre niveau. Vous voyez la condescendance. Parce que quelqu'un a un prétendu parchemin. Moi, je remets de plus en plus en cause. C'est un parchemin de ces gars-là. De plus en plus en cause. Donc, c'est ça la question de fond. Et c'est pour cela qu'on dit, tant qu'on ne sait pas si nous au Cameroun, je pense que c'est valable pour tous les pays africains, pour dire que nous voulons un dialogue national inclusif. Et dans ce dialogue-là, à la sortie de cette constituante qui va édire la nouvelle constitution, acte 1, il faut exclure Paris de toutes les affaires qui concernent les peuples africains. Exclure la même liste de Paris. Et faire de tout ce que nous avons ici chez nous, nos terres, notre sous-sol et tout, des pôles de souveraineté absolue. Ne plus jamais accepter qu'il y ait des sociétés privées qui viennent exploiter quoi que ce soit sortant de notre sous-sol. Redonner la parole au peuple pour que le peuple aussi se prononce sur la manière dont doivent être gérés le fruit de l'exploitation de cette affaire-là. Pourquoi depuis l'Afrique ne s'industrialise pas?
Le Maroc, le Niger, autant pour moi, qui fournit l'essentiel, l'uranium que Paris utilise. Je vous rappelle que Paris il n'y a pas d'ampoule du côté du Niger. La France est en train de vendre l'uranium un peu partout dans le monde. La France est en train de vendre les nouvelles centrales nucléaires que vous appelez les EPR. Ils les vendent avec, en prime, 10 ans de fourniture d'uranium. À qui va acheter sa centrale nucléaire? Il n'y a pas une once d'uranium qui sort sur le territoire français. Ils prennent tout ça où? Au Niger. Si vous êtes présent au Niger, et c'est pour ça que vous voyez les balades de Paris, et vous essayez de dire que bon, nous, cette affaire-là, on n'est plus d'accord, on va fixer nous-mêmes notre propre prix, n'est-ce pas, de la tonne d'uranium, le lendemain, on va vous débarquer. Donc je dis qu'il y a... Les autres peuples ont réussi parce qu'il y avait une osmose. Il y avait, comment dire ça, une relation étroite entre le peuple, parce que le peuple se sentait impliqué. Oui. N'est-ce pas? Sur les décisions fondamentales de l'élite politique, ils se sentaient impliqués parce qu'ils voyaient justement qu'à terme, leurs enfants devaient en bénéficier. C'est pour ça que ce peuple-là s'est impliqué à fond comme ça. Tant qu'il n'y aura pas cette osmose-là entre le peuple et les décideurs de moment, je pense que cette élite-là va continuer à se faire berner. Donc, d'où la nécessité pour sortir. Allons-y rapidement. D'où la nécessité pour nos peuples de tout faire pour revenir à des fondamentaux. C'est-à-dire que la quête de notre souveraineté, la quête d'une indépendance véritable. Nous avons des indépendances factices. Mais surtout, prendre une décision pour éloigner définitivement Paris des affaires domestiques qui concernent nos États. Parce que c'est lui, pour l'instant, qui a le mal. On dit que, à situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Si on ne prend pas, notre prétendu élite, soi-disant en opposition, sortie du ventre du parti unique, et le parti lui-même, ils vont continuer à faire ce que j'appelle les petits meurtres en famille, parce que pour moi, ce sont des petits meurtres en famille. C'est pour ça que dans la petit meurtre d'Agatha Christie. Le peuple n'est pas tout concerné. Vous voyez, les participations, les taux de participation de ces élections indiquent que vraiment, si non, le peuple est concerné par tout ce... Paul est là, rapidement, avant de commencer à lire les messages de nos téléspectateurs, avant de conclure justement cette édition. Pendant ce temps, on note quand même la condescendance de Paris qui se croit tout permis sur le sol africain. Steve, tout à l'heure, j'ai pas pu prendre la parole parce que j'étais vraiment très loin. Je pensais à l'Afrique et à tous les sévices qu'elle subit et je repensais à tous nos martyrs, à tous ceux qui ont donné de leur vie parce qu'ils croyaient en une Afrique grande. Et quand je vois aujourd'hui des métastases de la France, quand je vois aujourd'hui des larbins de la France qui vendent leurs âmes pour sacrifier leur peuple, je vous assure, mon cœur saigne. Ça fait très très mal de vivre ça et de savoir que les populations sont comme ça. Encore 9 minutes, monsieur. Permettez-moi de lire les messages. À toutes sortes d'hégémonies. Donc, on est dans un grand cirque. Quand vous vous rendez compte que, pour le cas du Niger, et c'est vrai très souvent partout en Afrique, le président sortant était un affidé de la France, son dauphin est un affidé de la France, l'opposant Mahaman Ousmane, c'est un affidé de la France. Finalement, vous vous dites, c'est entre la peste et le choléra qu'il faut choisir. C'est très compliqué et c'est le peuple qui paye le prix. Et vous vous rendez compte qu'en réalité, même les opposants sont formés par la France pour faire le chantage entre l'opposition et celui qui est en place. Donc en réalité, la France se tient des deux bouts et finalement vous votez entre chien et chat, c'est-à-dire que c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Et donc c'est extrêmement triste et vraiment nos politiciens sont tout simplement des politicards, des distracteurs, des amuseurs publics qui ne sont là que pour leur ventre, pour leurs intérêts personnels. Et tant qu'on n'aura pas une véritable graine, de véritables pousses de politique qui portent leur peuple à cœur et pour les intérêts de leur peuple, vraiment, on ne pourra jamais... On est en train de travailler là-dessus, ne vous inquiétez surtout pas. Je ne vais pas également oublier que African Revival, et sans oublier les journées panafricanistes ont commencé depuis samedi dernier, donc ce sera tous les samedis d'ailleurs. Un autre sujet est prévu pour samedi prochain. Mais je permettez-moi de lire quelques messages avant de se séparer ce matin. Bonjour DBS, cher Steve, 3A, Paul est là, Patient Dôme et les techniciens, message d'encouragement et bravo pour la conférence de samedi. Bonne journée à tous. C'est Kwame qui nous écrit depuis la Nouvelle-Calédonie ce matin. Bonjour Monsieur Ngos, bonjour DBS. Lorsque le socle
ontologique, sociologique et auxiliaire d'une administration créée depuis 1960 qui a pour seule orientation politico-économique la liquidation des ressources naturelles. Les peuples n'auront pas d'issue. Ma question est la suivante, monsieur est là, pourquoi notre socle ontologique traditionnel est jusqu'à nos jours auxiliaire d'une administration qui n'existe que depuis de 1960 sans un contrat social. Merci à vous. Merci également à monsieur Bilim Jonas qui nous a écrit ce matin. Bonjour Stevien, bonjour à Patient Pafendo, Mapolela à 3A. C'est quelle histoire ça où nos dirigeants sont toujours en train de faire le mea culpa en Occident. Ils veulent nous faire comprendre que l'Afrique est incapable de prendre ça en charge, de se prendre en charge. Un pays immensément pauvre comme le Niger avec toutes les réserves minières que détient ce pays sombre toujours dans une pauvreté ambiante. Si ce n'est pas un brainwashing, nous dirons que c'est quoi? Il faut une véritable résolution. L'Afrique n'a pas besoin de tout ça. Les Africains sont suffisamment intelligents et très instruits pour maîtriser les enjeux de leur continent. Et lorsqu'on constate avec la plupart des opposants en Afrique, ils sont obligés de faire allégeance à la France tout simplement parce qu'ils sont politiquement et moralement pauvres. Mais nous restons optimistes et nous disons que les choses sont en train de bouger sur le continent africain malgré quelques brebis galeuses qui veulent freiner l'évolution de l'Afrique. Et comme disait Jules Renard, je me sens optimiste quant à l'avenir du pessimisme. Bonne journée à vous, c'est Franck Olivier à Douala qui nous a écrit ce matin. En tout cas, c'est pour vous répondre également, Bastien Pafendo. Bonjour le panel, donc vous attendez quelque chose de l'opposition camerounaise. L'opposition est là pour animer la galerie. Quand le SDF était à bout, le MRC est arrivé. Même scénario, d'abord campagne électorale, nous avons été reçus par le président français. Aucun projet pour le Cameroun. Le soir, même le vote victorieux, ensuite victoire volée. Il n'y a pas d'opposition au Cameroun, c'est animer la démocratie intégrale avancée. C'est Mama Messi qui nous écrit depuis Yaoundé ce matin et qui nous dit pour elle, il n'y a pas de démocratie et il n'y a pas d'opposition non plus. Bonjour le grand combattant Gauss, content de vous revoir debout, toujours dynamique. Moussa Kaba est un collabo dont un nègre de maison. Il a mérité ce qui lui est arrivé, journaliste ou pas. Tout félon doit répondre de ses actes. C'est Dombaï Tolje depuis le Burkina Faso qui nous a écrit ce matin. C'est justement pour vous répondre. Albert Anatola ici. Bonjour Dibier ce matin. Mes encouragements à votre chaîne, à votre riche panel au sujet du thème mis à l'ordre du jour. Cela démontre à suffisance que la plupart des dirigeants du monde et notamment d'Africains sont mal élus et ne tirent leur légitimité que par le biais de leurs parrains qui s'assurent toujours que ces derniers servent leurs intérêts au détriment de ceux du peuple qui chaque fois qui conteste un président mal élu se fait passer à tabac ou est amené dans un laboratoire. En tout cas, bien de choses à vous, que Dieu vous protège. C'est Bekada qui nous a également écrit ce matin. Bonjour Monsieur Gauss et à tous les magnifiques invités et techniciens de l'IBS matinale. Je ne dirai rien concernant le sujet de ce matin du côté nigérien. Il y a de cela quelques semaines, Monsieur Steve Gauss, souvenez-vous, sur ce même plateau, j'avais annoncé la victoire de Bazoum. C'est incroyable pour nos intellectuels très diplômés du moment. Il faut un réel soulèvement des peuples pour mettre des personnes qu'il faut à la place qu'il faut en Afrique. Excellente journée à vous. C'est Rigoubert Godin-Niemek qui nous écrit depuis Paris en France ce matin. Bonjour d'IBS matin, bonjour le panel. Je suis très embêté par l'attitude de certaines personnes, surtout celles de nos politiciens qui a élu Bazoum. Ce n'est pas Macron. Je pense que c'est une partie de la population nigérienne qui est consciente de sa situation. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Je pense que lorsque les Africains prendront conscience de leur situation, ils se lèveront comme un seul homme pour défendre la même cause. Les postures sont différentes les unes des autres. Je parle de celles des élites universitaires, de la société civile. De grâce, je suis désolé parce qu'on accuse toujours les autres. Quelle est notre part de responsabilité? Si les Africains tentent de trouver une réponse à cette question, ce serait le réveil de l'Afrique. C'est regrettable pour les Africains qui ont vendu leur âme pour livrer l'Afrique. C'est en même temps regrettable pour les Africains qui ne comprennent pas les enjeux et continuent à donner leur suffrage aux démons fabriqués par les Occidentaux. Rien n'est éternel. Viendra un jour où cette Afrique se lèvera et deviendra libre. Vive l'Afrique. Bon début de semaine et bon début de mois de mars. C'est Makita qui nous écrit depuis Douala ce matin. Bonjour Steve Gauss et son panel. Pour blaguer à la suite de Parfendom, mon voisin a maille à partir avec son locataire qui lui a fait comprendre qu'il n'a pas eu de salaire parce que devant toucher le 29 et 29 n'existant pas, ils n'ont pas été payés. Donc, c'était juste pour vous faire sourire.
Pour le thème du jour, vous vous attendiez à quoi? Après tout ce qui s'est passé avant, ce sera en tout cas la même chose au Congo-Brazzaville. Bref, je le dis une énième fois, à la suite de France Fanon, l'Afrique est mal partie. Monsieur Foulane, à Yaoundé, pour terminer, pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'un ambassadeur fait dans une course cycliste à l'ouest du Cameroun? Monsieur Otou, à Foulane, à Yaoundé. Voilà encore un autre problème que vous soulevez d'ailleurs, monsieur Otou, à Foulane. On se pose bien la question de savoir qu'est-ce que faisait justement l'ambassadeur français du côté de l'Ouest il y a encore quelques jours. Bonjour Steve, bonjour à tout le panel. Dites-nous comment nous pouvons apporter notre petite contribution pour nous qui sommes de l'autre côté afin de nous encourager davantage, vous qui nous abreuvez d'informations tous les matins. Merci et bon début de semaine à tous. C'est Guy Bertrand Omoko, votre fidèle téléspectateur depuis Munich en Allemagne. Merci également à vous qui nous regardez depuis l'Allemagne. Bonjour monsieur Ngos et à tous vos panélistes. Il y a comme une maladie des PV lors des élections en zone francophone africaine, mais il faut peut-être expliquer le scénario au peuple nigérien pour que nos frères et sœurs sachent comment ça marche. En effet, lors des élections, il y a un gagnant annoncé par le média national. L'opposant principal va contester les élections avant la proclamation sous prétexte d'avoir des PV qui prouvent le contraire. Un climat d'insécurité va naître et des ONG et ambassadeurs viendront de partout prôner le retour à la paix. L'opposition va demander un arbitraire international pour départager les partis. Cet arbitraire, eh bien, ou alors cet arbitre peut être l'ONU ou la France, par exemple. Cet arbitre va donc juger le litige sous condition de finaliser des contrats d'exploitation secret des ressources minières. Le plus offrant sera déclaré vainqueur et la vie continue. Voilà le scénario principal, monsieur Ngos. Le schéma reste le même. Bon début de semaine à vous. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. C'est vraiment pertinent, hein, ce qui se passe sur le continent africain. Messieurs, c'est ici que va s'achever cette autre édition, hein, la première du genre de cette semaine de DBS Matin. Merci beaucoup. Et du mois et du mois. Bon, la première du mois. Vous savez également qu'il y a une élection qui est prévue le 21 mars prochain du côté du Congo-Brazzaville. Et que Denis Sassou Nguesso a besoin de rempiler. Il sera déclaré vainqueur. Merci d'avoir été là ce matin, Patient Pafedom. Merci de cette invitation. Et surtout, bonne santé à tout le monde. Je continue de le dire, j'insiste. Si c'est un poison que ces gens ont concocté dans les officines pour faire des coupes claires dans nos populations, il faut faire très attention. Très attention. Dans les nouveaux variants de Corona qu'on nous indique là, ils vont faire des dégâts. D'où, une fois de plus, je lance un appel à des précautions. Très prudent. Notre pharmacopée traditionnelle, puisque ce que nous avons de très important pour solidifier notre système immunitaire. Mais en même temps, prenons des précautions d'usage pour ne pas contracter cette vérole. Albert Latoula ici, merci également d'avoir été là ce matin. Écoutez, c'est fait un plaisir. Écoutez, je voudrais, pour sortir de cette émission, indiquer que il faut véritablement former la masse critique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui n'a plus de repères, qui n'a pas de modèle. Si oui, le mot sexualité, WhatsApp, Facebook et tout ce que vous voulez, toutes ces perpétuités-là. Donc il faut justement des hommes comme Patient d'hommes, comme Paul là, qui sont là pour former véritablement cette masse critique, c'est important, parce que sinon, ils vont continuer à nous enfumer, et puis voilà, et on va continuer à nous lamenter tout le temps, à nous victimiser alors que nous avons des solutions. Merci d'avoir été là ce matin, Albert Latoula ici. Merci à vous, Paul est là, d'avoir également été là ce matin. Alors, pour faire plaisir à tous les croyants chrétiens, Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, il va falloir s'armer de connaissances. Comme disait, selon les versions, il va falloir s'armer de connaissances, comme disait bien Cheikh Anta Diop, pour pouvoir s'approprier les savoirs et être libre. Je tiens quand même, Steve, en une petite minute, à remercier tous ceux qui étaient là massivement à la première conférence de samedi dernier, d'une longue série de conférences tous les samedis de 11h à 17h avec une pause café, entrée libre. C'était magnifique, la salle était archi comble. Les gens étaient enthousiastes, ça s'est très bien passé. On a eu un déroulé d'exposé vraiment grandiose, édifiant. Et la semaine prochaine, samedi, on se retrouve au même endroit à Bonamoussadi, à Douala. Pour les autres villes, on le verra après, sous le thème le franc CFA, l'écho et le développement de l'Afrique. Donc, nous allons voir ensemble comment sortir du franc CFA, quels sont les affres du franc CFA et quelle est la mascarade avec l'écho. Donc, venez nombreux et venez avec de quoi noter. Et à chaque semaine, une thématique. Restez connectés
et délivrons-nous des griffes de l'ennemi par la connaissance. Ça commence. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là ce matin. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. N'oubliez surtout pas, c'est une étrange et longue guerre que celle de la violence essaie d'opprimer la vérité. Tous les efforts de violence ne peuvent affaiblir la vérité et ne servent qu'à la relever davantage. Toutes les lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence et ne font que l'irriter encore plus. Dire que l'homme est un composé de force et de faiblesse, de lumière et d'aveuglement, de petitesse et de grandeur, ce n'est pas lui faire son procès, c'est tout simplement le définir. Bonne journée à toutes et à tous, bon début du mois de mars et à demain. Si plaît à Dieu, au revoir.